Bonjour et bienvenue à C'est pas juste de la porno, un podcast sur la sexualité offert par le Bras Outaouais. Je m'appelle Samuel Gauthier, je suis l'animateur principal du podcast et je suis en compagnie d'Alexandre Albert, co-animateur. Bonjour Alexandre. Bonjour Samuel, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Ah, ça va super bien, ça. Je suis très excité de parler de notre sujet aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet qui est chaud. On va le faire aussi en compagnie de Jessie Laplante, co-animateur aussi. Bonjour Jessie. Salut Samuel. Comment ça va Jessie? Ça va super bien, content d'être ici. J'ai entendu dire que tu avais fait l'enregistrement. En fait, tu t'étais présenté comme candidat à Star Academy. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais là, il ne faut pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de trop sûr, là, mais oui, effectivement, j'ai tenté ma chance. Est-ce Donc, que tu savais qu'on... Rockstar. Je n'irai pas jusque-là. Encore faut-il confirmer que mon talent a été reconnu, mais oui, ouais. Est-ce que tu savais qu'Alexandre et moi, on fait partie de tes plus grands fans? Non, je l'apprends à l'instant. D'accord. Fait qu'on va te présenter éventuellement le fan club qu'on a décidé de partir, Alexandre et moi, avec un groupe Facebook. Mais on s'éloigne un petit peu de notre sujet principal, qui est le consentement. D'ailleurs, il faudrait te demander le consentement pour créer ce groupe-là de fans. Effectivement. Ta fanpage. Alors, c'est notre deuxième épisode de notre série de 11 épisodes. Je vous rappelle un petit peu comment ça va fonctionner. À chaque semaine, on va avoir un ou deux des invités qui vont nous parler de sujets touchant la sexualité. On est des trois gars qui sont assez ouverts. On aura des gens aussi qui vont représenter la diversité sexuelle, la diversité de genre, des personnes qui sont aussi en situation de handicap. On va aller de plus en plus large à travers l'éventail des réalités touchant la sexualité. Aujourd'hui, on parle de consentement. On va avoir un invité très intéressant qui va être là. Un invité de Montréal qui va braver le confinement de la zone rouge grâce à Zoom. Fait que, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de risque de propagation du COVID. C'est Gabriel Daunet-Lorrain qui va être là. Gabriel travaille à Réseau, un organisme montréalais qui vient en aide, en fait, qui fait la promotion de la santé globale auprès des hommes qui aiment les hommes de la région de Montréal. Il va nous parler, en fait, plus précisément de la campagne que Réseau a lancée il y a quelque temps sur le consentement entre les hommes. On va aussi avoir des chroniques, comme à l'habitude. Alexandre et Jessie ont préparé des chroniques de feu sur le consentement. Pas vrai, Alexandre? Bien sûr, Samuel. Écoute, j'ai des belles découvertes cette semaine. Je pense que ça va être vraiment intéressant là, de parler de consentement, mais d'une perspective un petit peu différente qu'on a l'habitude de le faire. Excellent. Jessie, c'est la même chose pour toi? Absolument. Jessie est toujours d'accord. C'est un gars qui est partant. C'est ça qui est le fun avec lui. On va continuer. Je vous rappelle aussi qu'on a moyen de communiquer avec nous. C'est très facile. Vous pouvez utiliser notre ligne téléphonique de texto anonyme qui s'appelle Sexinfo au 819-303-3737. C'est simple. Vous nous textez votre question, votre commentaire, votre initiative et nous, on va le lire. C'est complètement anonyme. C'est impossible de vous retracer grâce à ce numéro de téléphone-là. Ensuite, vous pouvez aussi écrire par courriel à l'adresse suivante alexandre.albert @lebras.qc.ca ou en nous appelant à notre téléphone au 819-776-2727. On peut suivre nos émissions et toute l'information complémentaire sur notre page Facebook du Bras Outaouais d'Entre-Hommes. Et on va passer, sans plus attendre, à la chronique d'Alexandre Albert qui va nous parler en fait du consentement. Alexandre, c'était quoi ta chronique d'aujourd'hui? Oui, ma chronique aujourd'hui, en fait, je me suis dit, depuis que les événements de MeToo qui sont sortis beaucoup plus dans le milieu culturel cet été et tout, il y a plusieurs personnes qui m'approchent, étant donné que je suis sexologue, que je travaille au Bras en prévention des ITSS et tout, mais aussi en éducation à la sexualité auprès des jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour me demander, mais c'est rendu compliqué, le consentement. Puis là, pour les personnes à la maison ou en auto ou à la marche, ils n'ont pas vu que j'ai mis des guillemets
américain autour du mot compliqué. Pourquoi je mets des guillemets autour du mot compliqué? C'est que le consentement, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on se le fait jamais apprendre comment demander le consentement, comment donner son consentement. Hein? Personnellement, moi, quand j'avais des cours d'éducation à la sexualité, on m'a appris les ITSS en me montrant des images un peu extrêmes des ITSS, mais on m'a jamais parlé de consentement. Malheureusement, c'est une lacune qu'il y avait. Aujourd'hui, j'espère que c'est un peu mieux, mais ça, on va en parler un peu plus la semaine prochaine. Donc, la découverte que j'ai faite cette semaine, c'est avec le Club Sexu. Donc, qu'est-ce que le Club Sexu? C'est un organisme communautaire à Montréal. Et oui, encore Montréal. Montréal fait très présent aujourd'hui dans notre podcast. Mais qui ont un reaching, donc qui font un peu du travail partout parce que c'est sur une plateforme numérique. Dans le fond, c'est plus un organisme qui va faire des trucs artistiques sur la sexualité. Et puis, je suis allé sur la page Instagram pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils avaient fait récemment. Puis, ils ont fait 5 petites posts sur le consentement. Donc, 45 façons de demander le consentement. Donc, je pensais que ça pourrait être une bonne idée de regarder avec nos personnes qui nous écoutent 45 façons de voir le consentement. Ça a l'air intéressant. Oui, puis là, on va pas passer à travers les 45 façons. Je vous encourage tout le monde à aller voir la page Instagram du Club Sexu. Mais c'est divisé en 5 posts différents, puis à 5 moments différents de demander le consentement. Donc, le premier, si on veut, c'est avant d'avoir des rapprochements. Hein? Donc, comment demander le consentement à une personne avant d'avoir des rapprochements? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Imaginez que je demande le consentement à Samuel parce qu'il est devant moi et puis ça va être plus facile pour moi. Je préférerais aussi que tu me demandes mon consentement, Alex. Avant de te demander ton consentement? Oui, effectivement. On s'en va dans du Christopher Nolan, là, ici. As-tu envie de jouer aux fesses avec moi? Oui, en fait, je dirais oui d'emblée, mais je me demande qu'est-ce que tu entends par jouer aux fesses? Donc, déjà là, comme les personnes à la maison peuvent constater, c'est que ça l'ouvre une discussion. Hein? Donc, Samuel va aller poser plus de questions. Puis ça, c'est une des parties du consentement qu'on va appeler le consentement informé. Hein? Samuel va aller savoir c'est quoi que je veux que je parle de jouer aux fesses. Est-ce que c'est correct si je te touche? Hein? Donc là, ça, c'est une façon de demander un consentement libre. C'est quoi un consentement libre? C'est que personne me force pour me toucher. Ça dépend où? Les questions sont toujours pour moi. Tu me demandais je te demandais à toi. C'est ça. Bon, ça dépend où, là. Peux-tu préciser davantage? Donc, c'est ça. Donc, là, je vais pas préciser devant nos auditeurs et auditrices. C'est Jessie. Peut-être après l'émission, on s'en parlera. Parfait, je vais attendre. Il y a aussi... Donc là, on a parlé de avant d'avoir un rapport sexuel, mais il faut demander le consentement aussi pendant le rapport sexuel. Donc, c'est ce qu'on va appeler un consentement continu. Hein? Donc, il y a... tout le temps vérifier que le consentement est toujours là. Donc, juste quelque chose de simple, puis le monde, il me dit tout le temps, « Ah, mais c'est turn off. Hein, » ça l'enlève l'excitation de demander le consentement pendant les rapports sexuels. Mais juste une petite phrase comme, « Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que t'es correct? » Hein, c'est rassurant, ça va pas... Tu n'écris pas une thèse là, sur ton rapport sexuel. Là. Tu fais juste demander à la personne si c'est correct. Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu veux qu'on change de position? Donc, c'est toutes des petites phrases qui sont très intéressantes. Veux-tu qu'on arrête? Qu'on prenne une pause? Puis ça aussi, c'est bon de manière générale pour durer le plaisir sexuel plus longtemps. Hein? On aime ça quand ça dure plus longtemps d'habitude. Une autre façon, dans cette catégorie-là, ça serait pour connaître vos turn-on, donc qu'est-ce qui vous excite, et vos turn-off. Donc, si ma page peut changer, ça pourrait être une petite question comme « As-tu envie d'essayer en doggy style? » Hein? Donc là, on demande, c'est très précis, puis on va demander à la personne qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qu'elle aime. Hein? Parce qu'il y a souvent du monde qui vont dire oui à une relation sexuelle, puis c'est pas un oui enthousiaste. Donc ça, c'est le 4e composant du consentement, un oui enthousiaste. Donc vraiment un oui, là, on est excité, là, ça nous tente. Puis des fois, aller poser des questions un petit peu plus précises avec la personne, c'est un oui plus enthousiaste. Moi, je comprends pas, en fait, doggy style. Tu sais, si on comprend pas super bien l'anglais, ça serait quoi en français? Oui, ça serait la position du chien. Donc, imaginez 2 chiens qui sont en train de se reproduire. D'accord, OK. Souvent, c'est de cette façon-là. Comment aimerais-tu que je te touche? Montre-moi. Hein? Donc, ça permet aussi de changer un peu les rapports de pouvoir dans la relation sexuelle. Une place que les gens ont souvent tendance à oublier de demander le consentement, c'est pendant les sextos. Hein?
Tout le monde ici a probablement déjà entendu parler du fameux dick pic, hein, la photo du pénis ou la photo d'aubergine. Il y a des façons de demander le consentement avant d'envoyer notre photo de pénis ou de notre vulve, de notre sein, de nos seins, de nos fesses, peu importe. Faut le demander. Parce que oui, c'est peut-être pas un rapport sexuel à proprement dit, dans le sens qu'il y a deux personnes physiques qui se touchent, mais dans cette période de confinement qu'on a tous vécu, je pense que c'est quand même quelque chose d'important aussi de réaliser que le sexting, c'est aussi des rapports sexuels. Même si c'est plus via le téléphone, c'est quand même des rapports sexuels. Donc, oui, il y a des fois sur les sites, excuse-moi de t'interrompre, des fois sur des sites de rencontres pour hommes gays que je fréquente, les gens disent dans leur profil qu'ils sont ouverts à recevoir des photos explicites. Est-ce que c'est du consentement à ce moment-là? Légalement, ça serait pas vraiment du consentement parce que la personne, faudrait toujours vérifier, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le consentement implicite. Donc, de dire, la personne consent jusqu'à preuve du contraire. Donc, cette phrase-là, ça pourrait être ça, mais c'est pas vrai. On peut pas consentir jusqu'à preuve du contraire. On ne consent pas jusqu'à preuve du contraire. Hein? Donc, si la personne, si elle dit « Ah, je suis ouvert à recevoir des dick pics », mais tu peux lui demander avant de l'envoyer, est-ce que tu en veux une? OK, même s'il l'a indiqué dans son profil? Oui, même. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si tu lui demandes avec une petite phrase comme « Je me suis fait un petit shooting en très petite tenue ou très peu vêti, est-ce que tu veux voir le résultat? » Déjà là, ça fait pas juste envoyer la photo comme si je te dompais mon pénis sur la table, mais ça augmente la tension sexuelle. Hein? Donc même si la personne fait juste dire ça, pour bâtir un peu d'érotisme, de tension sexuelle, ça prend une phrase. Hein? C'est pas nécessairement plus long que juste domper sa photo. Mais aussi, depuis la quarantaine, moi, ce que j'ai constaté de mon côté, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'écrivent des petites histoires érotiques. Des fois, ça peut être plus vanille, puis on va parler plus tard de qu'est-ce qu'on veut dire par de la sexualité vanille, mais ça peut être aussi un peu plus crunchy. Puis quand c'est plus crunchy ou plus explicite, ce que je suggère, moi, c'est aussi de demander le consentement. Il y a quand même des façons assez sexy de demander le consentement. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, pour Samuel, qui connaissait un petit peu son passé, « J'ai plein d'idées pas très catholiques quand je pense à toi. Aimerais-tu que je t'en lise quelques-unes? » Hein, donc ça donne un peu l'idée. À défaut de pouvoir s'échanger des fluides, as-tu envie qu'on s'échange des coquineries? Hein, donc ça bâtit l'érotisme. Puis qu'est-ce qui est intéressant, qu'on comprend un peu comment que la réponse sexuelle fonctionne, c'est que l'érotisme, ça bâtit justement l'excitation qui peut nous amener justement à un orgasme. Hein? Donc moi, je vous encourage, auditeurs, auditrices et personnes à la maison, d'aller voir la page Instagram du Club Sexu. On va le mettre de toute façon en lien sur notre page Facebook du Bras et d'Entrum. Puis, allez voir ça, c'est très intéressant. Si vous manquez d'inspiration pour demander le consentement, Club Sexu est là pour vous aider. Oui, c'est vraiment cool. Merci, Alex, de nous avoir présenté cet outil-là. Je pense qu'au niveau de ce qu'on retient de ta chronique, c'est vraiment au niveau de la communication. Je pense que c'est la base, c'est la clé du consentement, si je comprends bien. Oui, c'est ça, la communication. Puis vérifier si le consentement est libre, éclairé, enthousiaste et continu. C'est pas si compliqué que ça quand on a les bons outils, justement. Super. Merci, Alexandre. On va maintenant passer à notre invité. Pour cet épisode sur le consentement, nous avons invité un spécialiste en la matière, un homme qui a consenti, jeu de mots, à nous parler aujourd'hui, Gabriel Donnet-Lorrain. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Samuel. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Gabriel, tu es coordonnateur au développement de l'intervention pour le collectif Avancé, un collectif qui est en fait un partenariat que ton organisme, avec d'autres organismes à travers le Canada, ton organisme étant Réseau à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton travail en tant que tel et de ton organisme? Absolument. Alors, oui, donc c'est ça. Je travaille depuis environ 3-4 ans chez Réseau. Réseau, c'est un organisme communautaire à but non lucratif, qui est situé à Montréal. On est actif depuis à peu près 1991. Donc, nous, on se spécialise vraiment auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, que ce soit des hommes gays, bi, pansexuels, queer, name it. Voilà, et peu importe aussi l'identité de genre, donc qu'il soit cisgenre ou transgenre.
Est-ce que c'est l'organisme qu'on appelait Cero Réseau avant ça ou Réseau 00? Effectivement, 00. Donc, à la base, Réseau, c'est un organisme communautaire qui est né en réponse à l'épidémie du VIH dans le début des années 90. Depuis, Réseau a beaucoup changé. Là. Notre mission s'est diversifiée et puis est devenue un peu plus globale. Donc, on agit vraiment dans une optique de santé globale. Alors, santé mentale, santé physique, sociale, donc vraiment là, plus élargi que le mandat qu'on avait au départ, qui était vraiment de diminuer l'incidence du VIH parmi les communautés d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est vraiment intéressant d'avoir justement cette panoplie-là, que vous touchez la santé globale de ces hommes-là. Est-ce que Réseau, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait plus de 25 ans. En fait, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Wow, félicitations. Que le réseau existe, ouais. Et puis, depuis, environ 3-4 ans, si je ne me trompe pas, on fait partie, en fait, on est membre fondateur du collectif Avancé. Alors, c'est un collectif d'organismes communautaires qui ont une mission là, similaire à celle de Réseau. Donc, c'est partout à travers le Canada, c'est pan-canadien. Et il y a environ, encore une fois, si je ne me trompe pas, 5 organismes 5 ou 6 organismes membres. On a fait en fait ce collectif-là pour partager nos connaissances, partager le financement aussi et vraiment s'entraider dans notre mission commune. Puis toi, Gabriel, c'est quoi ton background en tant qu'intervenant? Est-ce que tu es des milieux du travail social ou de la psychoéducation? Alors, moi, je suis bachelier en sexologie. Donc, je dis bachelier en sexologie parce que je ne porte pas le titre de sexologue. Je pourrais le faire, par contre, mais pour ce que je fais en ce moment, ça serait pas nécessairement utile. Alors, oui, donc, mon background est vraiment en sexologie. J'ai étudié à l'UQAM. Et puis... On a une réaction ici en studio de notre ami Alex, le sexy sexologue. Ben oui, mais j'ai croisé Gabriel plusieurs fois pendant mon bac, donc on est comme des frères de cerveau, si on veut. On a passé par le même parcours, plus ou moins. Intéressant. Bravo, les gars. Puis là, en fait, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du consentement? En fait, je pense que Réseau a déjà une campagne, mais au niveau de la notion même du consentement, on parle de quoi quand on parle de consentement? Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est de plus en plus connu et dont on parle de plus en plus. À mon avis, je pense qu'il y a un éveil collectif qui se fait lentement mais sûrement, porté notamment par les mouvements féministes. Entre autres, on peut penser au mouvement de dénonciation #MeToo, bien sûr, #Balance ton port en France. Donc, il y a eu beaucoup d'actions de ce côté-là. Puis de manière plus générale, en fait, il y a aussi le traitement de l'information, les médias traditionnels, les médias sociaux, qui participent grandement là, au fait qu'on va parler de plus en plus du consentement. J'ajouterais aussi que les plus jeunes générations ont tendance à remettre en question de plus en plus les normes sexuelles. Puis parallèlement à ça, il y a aussi les communautés BDSM qui vont mettre de plus en plus de l'avant le concept du consentement sexuel, qui est vraiment fondamental dans ces communautés-là. Fait qu'on considère en fait que c'est un mouvement qui a une certaine fraîcheur parce qu'on parlait pas nécessairement de consentement il y a 10 ans ou 15 ans ou même 20 ans. On en parle de plus en plus et il y a quelque chose de rafraîchissant dans tout ça, là, si je comprends bien. Oui, tout à fait, absolument. Il y a 15-20 ans, je pense que le consentement, c'était quelque chose de plutôt implicite en fait et c'est comme un allant de soi, finalement. Surtout chez les personnes mariées ou en couple.
Samuel, est-ce que tu me laisses poser une question à notre invité? J'adorerais ça, mon bon Ah, Alex. merci, t'es trop gentil. Gabriel, on parle beaucoup de consentement, puis j'écoute les médias, hein, comme tout le monde, et j'ai suivi un peu les dernières histoires, mais je me pose tout le temps la question en regardant, par exemple, les capsules de réseau. Est-ce que le consentement, c'est un concept qui est connu et qui est respecté à l'intérieur des communautés ARSA ou d'hommes qui aiment les hommes? Ouais, c'est une excellente question. Puis en fait, je commencerai par dire que on a tendance à parler de la communauté. Là, tu as dit les communautés, c'est très bien. Mais donc, la communauté, c'est pas monolithique, c'est pas un ensemble qui est homogène. Hein? Donc, il y a plein de sous-communautés. Donc, il y a ça. Puis, je dirais aussi que moi, comme personne, ou même réseau comme organisme, on peut pas parler pour toutes les sous-communautés. Alors, je vais parler pour moi, je vais parler pour mon organisme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Comme je l'ai dit, je veux le rappeler, il y a certaines sous-communautés, comme par exemple les communautés kinky, BDSM, fétiche, qui vraiment sont plus éduqués sur le consentement, étant donné que c'est tellement un concept fondamental là, dans cette sexualité. C'est ancré, hein? En fait, avec les codes, là, il y a des safe words qu'on appelle, je pense, là. Quand on est assez là, d'avoir mal ou de telle position, on peut dire le safe word, puis comme ça, l'autre personne arrête, tout ça. C'est quand même assez bien structuré, le BDSM. Tout à fait. C'est très structuré, c'est très codifié. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre du BDSM. On va avoir un épisode là-dessus, d'ailleurs. Je veux pas plugger nos podcasts futurs, mais nos épisodes futurs. Mais on crée du hype, là. C'est ça, exactement. Gabriel, dans le fond, avec ce que tu me dis, c'est que Réseau fait vraiment un travail d'éducation en lien avec le consentement. C'est ce qu'on essaie de faire. Je dirais surtout un travail de sensibilisation d'abord et avant tout, parce que avec notre campagne qu'on a fait, on a lancé une campagne dans un premier temps, donc 3 affiches qui je dirais, qui frappent. Au premier abord, qui ont été disposés un peu partout dans les commerces du village gay à Montréal. Également, ça a été diffusé dans la station de métro Berry-UQAM, sur la ligne orange, sur le quai de la ligne orange. Et puis, on en a même parlé pas mal dans les médias, à la radio, dans certains journaux, notamment dans Le Devoir. Donc, le but de cette campagne-là, c'était vraiment de susciter la réflexion, de susciter des discussions, de se sensibiliser, d'en parler. C'est pour ça, entre autres, que c'était punché comme campagne. Par la suite, donc, il y a eu effectivement toute une discussion autour de ce sujet-là. Ça a été reçu comment, à ta connaissance? Les gars, ils ont reçu ça comment, cette campagne-là? Ouais. Je dirais, à ma connaissance... Puis encore une fois, on peut pas parler pour tout le monde, mais ça a été une relativement bonne réception. Reste qu'il y a eu des commentaires effectivement négatifs, des commentaires un peu pessimistes, du monde qui nous disent qu'on va trop loin. Il y a du monde qui ont beaucoup apprécié aussi de voir cette campagne-là. Donc, c'était assez nuancé. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Dans le fond, est-ce que... Parce que... Tu dis que votre campagne était un peu choc, mais est-ce que c'est une bonne façon justement de parler de consentement, de un peu éveiller l'esprit des personnes? Mm-hmm. Il y a toutes sortes de façons de parler de consentement, puis sauf exception, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'en parler tant qu'on en parle. Mais oui, notre but, c'était au début de créer un petit choc un peu plus. Par la suite, par contre, il y a eu une capsule vidéo qui porte peut-être plus à la réflexion, où on a entendu des témoignages de 3 jeunes hommes qui nous ont parlé sur cette thématique-là du consentement. Puis la campagne était vraiment axée sur 3 principales thématiques, on va dire. Donc, les applications de rencontres, les parties,
Et wow, j'ai un blanc. Oui, non, c'est correct, mais je suis en train de penser à quelque chose. Je vais te laisser réfléchir un peu. Moi, je vais faire mon coming out sur les ondes. Je suis un homme gay. Oui, Alex me regarde, puis il se demande, il se posait des questions depuis longtemps. Non, je pense pas qu'il se posait des questions depuis longtemps. Mais je vais te dire, en tant qu'homme gay, puis je prends vraiment position personnelle par rapport à ça, j'ai l'impression que la notion de consentement, elle est présente de plus en plus dans les communautés gays, comme tu disais, mais en même temps, il y a encore du travail à faire par rapport à ça, ne serait-ce que par les fameuses dick pics qu'on reçoit sur les sites de rencontres, qu'on reçoit abondamment. C'est pas mauvais de recevoir des photos coquines. Moi, j'aime bien en échanger aussi. Mais quand c'est la première chose qu'on t'envoie en signe d'introduction ou de bonjour, c'est sûr que c'est quelque chose qui est non sollicité. Fait que moi, dans la communauté gay que j'ai connue, j'ai beaucoup apprécié la chaleur, les accolades, une certaine pas promiscuité, mais proximité que j'aime beaucoup entre hommes, mais des fois, elle vient avec une frontière floue ou des gestes comme pogner le paquet, entre guillemets, ou les fesses, sont pas des gestes qui sont acceptables aujourd'hui avec les yeux de la société. Fait que j'ai l'impression que Réseau a lancé un grand coup en produisant cette campagne sur le consentement, et c'est extraordinaire d'avoir ces choses-là. Qu'est-ce que tu en penses de mon commentaire, Gabriel? Oui, absolument. Tu l'as bien dit, c'est vraiment cette question-là que c'est non sollicité. Hein? On parle des images à caractère pornographique, littéralement, c'est ça. Donc, quand c'est pas sollicité, quand on ne demande pas la permission, quand ça devient un peu dérangeant, en fait, parce qu'on n'a pas demandé à voir ça. De façon plus générale, je dirais que faut d'abord commencer par reconnaître qu'il y a des préjugés chez les hommes gays, bi, trans et queer. On va dire, pour raccourcir, LGBTQ+. Donc, des préjugés, notamment l'hypersexualisation de ces hommes-là. Donc, le fait que les hommes ne pensent qu'au sexe, ne pensent qu'au sexe, ne veulent que ça, sont toujours excités. Et que d'autres préjugés qu'il pourrait y avoir, c'est une grande fréquence des rapports sexuels, une multitude de partenaires, des pratiques sexuelles souvent débridées, amorales, une absence de dimension affective complètement, grande promiscuité, une vie qui est orientée en fonction des désirs sexuels, une facilité à avoir des rapports sexuels avec n'importe quel partenaire finalement. Donc tout ça, c'est des préjugés qui sont ancrés dans la communauté, dans les communautés, dans la population générale également. Donc c'est pas parce qu'on est soi-même gay ou bisexuel qu'on fait exception à ça. On peut avoir ses propres préjugés-là. C'est comme si on avait cette image-là, puis on essayait de se conformer à cette image-là, qui n'est pas une image réelle, qui n'est pas nécessairement ancrée dans la réalité. Fait qu'il y a plusieurs... Il y a le couple gay qui est dans une banlieue. Ça peut être ton voisin, puis ils vont pas dans les raves ou dans les saunas. Fait que bref, c'est ça. C'est peut-être que des gens, si je comprends bien ce que tu dis, il y a peut-être des gens qui ressentent cette pression-là à incarner un peu le stéréotype de l'homme gay qui est sans aucune pudeur et... Absolument, absolument. Puis si on a ces préjugés-là, qu'on n'en est pas nécessairement conscient, c'est sûr que, tu sais, si l'homme est une bête de sexe, il n'y a pas besoin de consentement, tu sais. Alors, à ce sujet-là, on a un certain monsieur qui s'est nommé lui-même le dernier des gays, qui a dit que c'était pas nécessaire finalement le consentement sexuel entre hommes. Alors, je ne nommerai pas monsieur, mais je vous invite... il a perdu son poste d'animateur de radio, je pense, à Québec récemment. Je vous invite vraiment à aller lire l'article qu'on a publié conjointement avec Marie-Pierre Boisvert du Conseil québécois LGBTQ. Donc, c'est sur la Presse Plus. Ça fait un petit bout de temps de ça, mais on pourra vous transmettre les liens, en collaboration là, avec Réseau.
Mais en fait, on pourrait le nommer, voyons, son nom m'échappe, maudit. Tu veux pas le... Oui, Éric Duhem. Éric Duhem, en fait, cristallisait un petit peu toutes ces images-là ou ce vieux fond de pensée-là qui est encore véhiculé malheureusement dans une frange des communautés gays. Et c'était bien votre réponse. Je l'ai lu, cette lettre-là aussi. C'était à point nommé et ça allait dans le sens de votre campagne à réseau au niveau du consentement. Est-ce que tu peux nous parler juste rapidement des outils qui sont disponibles pour en apprendre davantage? Tu as parlé déjà des 3 vidéos. Je pense que ça, c'était en lien avec la campagne. Ça sont disponibles sur le site web de réseau, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, tout ça est disponible sur le site web de réseau. Puis, je pourrais aussi vous transmettre les liens pour que vous puissiez les transmettre à vos auditeurs. Donc, il y a une campagne en 3 affiches. D'abord. Ensuite, il y a une capsule vidéo très courte qui est vraiment sur le même sujet des affiches, là. Et ensuite, c'est venu plus tard, donc une capsule vidéo un peu plus longue où on a le témoignage de 3 hommes qui nous parlent de consentement. Je dirais ça, c'est vraiment un premier pas, donc pour se sensibiliser, pour commencer à réfléchir à cette question-là. Par la suite, il y a des outils un peu plus concrets, vraiment pour la question du consentement. On pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. Mais là, moi, Samuel, si tu me permets, parce que ce que vous m'avez dit m'a vraiment amené plusieurs réflexions, mais il y a eu le mouvement MeToo qui continue encore aujourd'hui dans le milieu culturel. Puis ce mouvement-là, moi, je l'ai vu beaucoup toucher les personnes hétérosexuelles. On a eu un peu dans les communautés ARSA, de gars qui aiment les gars, auprès du procès d'Éric Salva et tout. Mais est-ce que, outre ça, il y a eu justement cette onde de choc-là dans les milieux ARSA? Mm-hmm. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas parler pour toutes les communautés. On peut. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je dirais, c'est inévitablement, oui, on a été touché par ça. Ne serait-ce que dû au traitement de l'information. Tantôt, je l'ai nommé. Alors, c'était partout, sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, à la télévision, dans les journaux, tout ça. Alors, c'est sûr que ça a eu un impact. C'est sûr qu'il y a des gens, puis je vous le confirme, j'en ai entendu parler d'amis, de connaissances, tout ça, des gens qui se sont remis en question, qui ont pensé à des expériences sexuelles précédentes, se sont dit est-ce que ça me tentait vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Tu sais? Puis donc des jeunes aussi qui se sont mis à avoir peur pour leur réputation. Donc oui, c'est sûr que ça a un impact. Des gens qui ont peur d'être pointés du doigt, tout ça. L'impact peut-être plus positif, c'est de générer des réflexions sur ça. Alors si ça peut permettre que quelqu'un va se remettre en question, que quelqu'un va se mettre à réfléchir sur ce sujet-là, va amorcer une réflexion, ben c'est tant mieux, je dirais. Pour terminer, je pense qu'on a abordé quand même plusieurs points vraiment intéressants. Mais merci, Gabriel, t'es très éclairant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un mot de la fin par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir au niveau du consentement? Est-ce qu'on va dans la bonne direction, premièrement? Puis si oui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que, mettons, je vais parler de moi, en tant que homme gay ou allié? Qu'est-ce qu'on peut faire pour conscientiser davantage les personnes, Gabriel? Très bonne question. Si on y va très, très simplement, juste en parler. Tout simplement en parler entre amis, en parler entre partenaires sexuels. Parlez-en, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Parlez-en. Éduquez-vous à aller chercher sur le web, aller chercher des sources fiables, bien sûr. Et surtout,
je dirais, éviter de se shamer quand on fait des erreurs de communication. Donc, y aller vraiment dans un type de communication qui est plutôt bienveillante, puis surtout remettre en question les normes, remettre en question les préjugés. Puis, tu sais, le consentement, au final, c'est vraiment une histoire de communication. Ça a beaucoup à voir aussi avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation. Alors, c'est sûr que si on améliore la manière dont on communique, si on améliore son affirmation personnelle, ben ça peut certainement nous aider, ça aussi. J'ajouterais à ça, étant moi-même bachelier en sexologie, bien sûr que on doit avoir une éducation à la sexualité pour les plus jeunes, à tout âge, en fait, je devrais dire, mais vraiment intégré dans le cursus scolaire. Et puis ben, c'est le cas, mais faut pas lâcher, faut continuer, puis il faut vraiment développer de plus en plus tout ce qui est relié justement au consentement sexuel. Encore là, c'est intéressant parce qu'on va parler justement de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire bientôt. Je pense que c'est le fer de lance. C'est là qu'on va semer les graines du consentement dans la tête et dans le cœur des jeunes qui vont suivre ces cours-là. Un grand merci, Gabriel. Ça a été une belle rencontre. J'aimais ça te revoir. Nous, on était par Zoom. Et puis, j'espère que tout va bien à Montréal et que vous continuez à travailler fort à réseau. Malgré, je crois, peut-être du télétravail. Est-ce que c'est ça, présentement? Oui, effectivement, télétravail en général partout dans l'organisme, à quelques exceptions près où on va aider les plus démunis, les plus vulnérables. Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on va mettre les liens pour la campagne sur le consentement de réseau sur notre page Facebook du Bras. Et aussi, nous allons mettre toute l'information relative à Réseau à Montréal qui font un travail exceptionnel. Merci encore, Gabriel Donnet-Lorrain. Merci, Gabriel, pour couper Samuel. Plaisir. Je veux mettre mon petit mot de la fin. C'est bien, il a mis son grain de sel. Alors, je te remercie. Puis, on passe tout de suite à la chronique avec Jessie Laplante, sa chronique au niveau culturel. Merci. C'est le moment le plus attendu de notre podcast d'aujourd'hui. Jessie, tu nous as préparé quelque chose encore de savoureux. Est-ce que tu peux nous le partager? Oui, donc en fait, je vais vous amener avec moi dans l'univers artistique maintenant. La notion de consentement, c'est quelque chose qui est présent aussi dans le théâtre, dans la musique, etc. Et puis, en fait, moi, j'ai découvert une pièce de théâtre en faisant mes petites recherches là, sur le consentement. Ici, là, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Consentement, carrément. C'est une tragicomédie en 2 actes qui a été présentée d'abord en 2017 au National Theatre à Londres, puis qui a été adaptée au Québec pour être présentée au Théâtre du CEP, qui se situe à la Place des Arts de Montréal en 2018 et en 2019. Donc, originalement, c'est un texte qui a été écrit par Nina Rennes, qui est une dramaturge britannique, mais qui a ensuite été traduit par Fanny Britt. Et la pièce a été mise en scène par Frédéric Blanchette. Et puis, les acteurs, ou plutôt les comédiens qui l'ont interprété, c'est des personnes quand même assez connues dans le paysage québécois. On parle notamment de Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Robitaille, Marie Bernier, Véronique Côté, mais aussi bien tous les nommés, là, il n'y en a pas tant que ça. David Savard, Mani Soleimanlou et Cynthia Wu Maheu. Alors, au fond... Oui, maison. L'intrigue là, de cette pièce-là, au fond, ça tourne autour d'une femme qui s'appelle Gail, qui prétend avoir été violée la nuit de l'enterrement de sa sœur. Et puis, l'accusé, de son côté, lui, prétend qu'elle a consenti. L'avocat de la défense et sa femme sont amis avec le procureur de la couronne. Puis, après avoir conseillé leur couple d'amis qui sont également avocats dans une période plus difficile de leur couple, l'avocat de la défense et sa femme se retrouvent dans une situation qui est similaire.
Donc, en fait, au travers d'épreuves là, personnelles qu'eux, ils vivent, la femme de l'avocat de la défense, en fait, à la suite d'une violente dispute, elle l'accuse de viol. Donc, il se situe finalement où il se positionne de la même façon un peu que la victime, Gail, dans ce cas-ci, pour l'histoire. Donc, ça apporte une belle twist. Essentiellement, cette pièce-là, ce que je trouvais qui était particulièrement intéressant, c'est au fond ce que ça démontre sur l'expérience d'une personne qui est victime d'agression sexuelle et comment la justice peut en fait être un frein ou qui peut être une difficulté supplémentaire. Tout le processus là, judiciaire peut être en fait plus un fardeau qu'autre chose. Parce qu'on le voit dans la pièce, Jesse, on voit que c'est compliqué pour les victimes oui, à l'intérieur des tribunaux. Exactement, oui. Puis en fait, bon, j'ai tenté d'accéder à la pièce dans son entièreté, de pouvoir la visionner. J'ai pas été en mesure de le faire. Elle est pas disponible dans son intégralité sur YouTube, par exemple. J'ai trouvé des extraits de la pièce au travers de petites bandes annonces, si on veut, des petites capsules vidéo sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir aussi. Et c'est comme ça que j'ai vu des petites bribes là, finalement de l'histoire. Et une des choses que la victime va dire dans la pièce de théâtre qui nous donne un peu là, cette impression-là ou cette saveur-là là, de ces défis là, qu'elle rencontre. Elle, ce qu'elle trouve difficile, là, c'est le fait qu'il n'y a personne qui la défend, en réalité, à la cour. Là. Fait que, une chose qu'elle dit, puis c'est une phrase, je trouvais qui était percutante, c'est « Fait que c'est qui mon avocat? » Puis un peu plus tard, elle a dit « Je voulais même pas y aller en cours. Qui c'est qui me défendait, moi? » Et puis, la réalité, c'est que le procureur de la couronne en droit criminel, il doit prouver que l'accusé est coupable d'avoir commis un crime. Donc, pour que l'accusé soit trouvé coupable, le juge ou le jury doit être convaincu de la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Ouais, voilà. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que en fait, il représente pas la victime du crime. Parce que c'est pas la victime qui poursuit, c'est plutôt le procureur de la couronne qui poursuit. C'est la présomption, c'est ça. La présomption d'innocence protège un peu l'agresseur, tandis que le fardeau de la preuve est mis sur les épaules de la victime. C'est pas évident. Hein? On a vu des procès un peu partout à travers les dernières années où des victimes de viol ou d'agression sexuelle se sont fait démolir complètement en cours. Là. Est-ce que c'est ça qu'on voit un peu dans la pièce, Jesse? Je pourrais pas dire c'est quoi l'étendue au final de ce qui est couvert par cette pièce-là, mais je pense que pour quelqu'un qui a pas nécessairement une vue d'ensemble ou beaucoup de connaissances sur ce que va vivre une victime là, à ce niveau-là, mais je pense que ça va donner un bon aperçu. La pièce, en fait, disons le texte de cette pièce-là qui a été traduite par Fanny Britt, là, elle est peut-être disponible. J'ai pas été capable de mettre la main dessus, mais sa version originale, donc en anglais, qui s'appelle Consent, elle est plus facilement accessible. Donc, c'est possible d'en faire la commande si jamais là, vous voulez vous en procurer une copie. Autrement, une chose qui peut être intéressante également, là, c'est la série de balados en 6 épisodes intitulée Consentement, qui a été créé et diffusé dans le cadre de la pièce et qui a été présenté par les magazines Voir et du CEP. Et puis, au fond, cette série-là aborde des notions importantes du consentement sexuel. Et puis, ça a été, comment je pourrais dire, publié en même temps, en tout cas, ça a été lancé en même temps ou peu avant la pièce, si je me souviens bien. Donc ça date de quand, ça, le lancement de cette pièce-là? C'était l'année passée, il y a quelques années? C'est ça, mais ça a été présenté en 2018 et 2019. OK, c'est vraiment récent. Puis, le balado que tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il est disponible sur les plateformes Spotify ou iTunes? Ou... C'est une bonne question. Moi, je l'ai trouvé sur le site. Je pense, si je me souviens bien, là, c'était sur le site du théâtre du CEP.
En réalité, c'est que ça a été présenté par les magazines Voir et Duceppe. Donc ça peut être 2 lieux où est-ce qu'on peut aller les retrouver. Là. Franchement, c'est une bonne question. Peut-être on mettra les liens. On mettra les liens sur notre page Facebook. Oui, donc c'est ça donnait un bel aperçu, je trouve, au fond, en quoi est-ce que peut-être l'accusé, en fait, peut être avantagé dans ce contexte-là, parce que, l'accusé a un avocat, lui, l'avocat de la défense, finalement, il est là pour représenter l'accusé, puis s'assurer que tous ses droits sont respectés, puis essayer d'empêcher la condamnation ou obtenir la peine la plus clémente. Donc, c'est ça. En tout cas, c'était un beau survol là, que j'ai pu faire au travers de la découverte de cette pièce-là. Puis je pense que si on est en mesure de voir, évidemment, la pièce de théâtre en vrai, je pense que ça pourrait être excellent. Puis évidemment, les comédiens sont excellents. Les petits bouts de pièces que j'ai vus, là, c'était percutant. Donc, même la bande-annonce, là, je vous encourage à aller la visionner. Fait que Jesse, est-ce que tu dirais que cette pièce-là a un impact culturel important pour mieux comprendre le consentement au Canada, par hasard? Oh, absolument, oui. Puis je pense que ça me fait penser un peu à ce que j'avais mentionné dans notre petit épisode précédent là, du podcast. Le monde artistique, ils ont un impact sur l'opinion publique. Ils ont un levier, si je peux le dire comme ça. Et quand on est capable de voir, au fond, des personnes qu'on reconnaît raconter une histoire, ça a un impact. Déjà le théâtre, le cinéma, où est-ce qu'on voit les personnages qui interprètent ou qui recréent des événements ou qui créent des événements qui n'ont jamais existé. On est engagé, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que spectateurs, on est engagé émotionnellement, puis ça nous apprend vraiment quelque chose. On intègre mieux l'information parce qu'on est capable de s'identifier à ce qu'on voit. Puis c'est ça la puissance finalement du storytelling, donc de raconter une histoire, c'est que on n'est pas juste, c'est pas juste de l'information qui nous est présentée, c'est une information chargée d'émotions. Donc vraiment là, surtout le théâtre, je pense qu'il y a un impact immense sur l'opinion publique, sur la sensibilisation là, qui est possible au travers de ça. Donc oui. Excellent. Merci Jesse pour ta chronique. On s'approche de la fin de notre épisode sur le consentement. J'aimerais remercier Gabriel de Réseau qui a fait une entrevue très éclairante sur le consentement auprès des hommes qui aiment les hommes. J'aimerais aussi remercier évidemment mes co-animateurs exceptionnels, Alexandre Albert et Jesse Laplante, et saluer aussi notre monteur Ashley Gauthier qui fait un travail de montage extraordinaire. Je remercie aussi les partenaires qui, grâce à eux, on peut faire cette série de podcasts qui sont Max Ottawa via son programme Maximiser ma communauté. Max Ottawa qui est un organisme qui vise la santé et le mieux-être des hommes qui aiment les hommes de la région d'Ottawa. On a aussi une contribution financière de la clinique de santé sexualité du plateau, une clinique privée mais où on peut avoir du dépistage gratuit avec notre carte de la RAMQ. La prochaine émission sera le 12 janvier 2021. Ça sera notre première émission de l'année 2021. On espère avoir vaincu la COVID à ce moment-là et on va parler de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Mais là, je vois Alexandre qui réagit. Mais oui, Samuel, ça veut-tu dire qu'on va prendre une pause pour les auditeurs ou auditrices? On va les laisser sur leur faim après ces 2 semaines-là? Oui, malheureusement, mais en fait, c'est bon de temps en temps d'avoir une petite pause pour se faire de la place, éventuellement pour ingurgiter toute cette information-là et ces anecdotes-là que nous aurons à raconter lors de notre retour après les fêtes. Fait que c'était un plaisir d'être là. Je m'appelle Samuel Gauthier, j'ai été l'animateur principal pour cet épisode sur le consentement. Je vous dis à la prochaine, puis à bientôt.